Ora è chiaro che sono immagini sulle quali ci sarà da discutere, ma intanto c'è da riflettere e ci aiutano in questa riflessione Panagiotis Grigorio, che è un amico che è già stato a trovarci, un antropologo che avete visto intervistato, e poi ci aiuterà anche un altro amico della nostra comunità, che è Marcello Foa, che anima un blog molto seguito sul giornale che insegna tecniche di comunicazione, se è la definizione esatta, strategie di comunicazione, insomma all'Università della Svizzera italiana dopo aver fatto il giornalista in Italia per tanto tempo. Quindi pregherei Panagiotis e Marcello di raggiungerci e credo che sia anche importante sottolineare però una cosa, che come ci ha spiegato Panagiotis a Pescara, queste immagini rischiano di essere un viaggio nel futuro, se non di tutti, perlomeno di alcuni paesi dell'Eurozona. Parliamo della crisi greca un po' perché i giornali non ce ne parlano più, ma soprattutto perché, come anche la letteratura scientifica in parte ci insegna, quello è il punto terminale di un percorso nel quale molti altri paesi europei sono ingaggiati. Allora io lascerei la parola a Panagiotis, grazie di essere venuto qui per noi dalla Grecia e buon intervento. Tout d'abord, je voudrais dire que pour l'instant, chaque voyage vers l'Italie est aussi un voyage, on va dire, ethnographique, un voyage dans le temps en même temps. C'est-à-dire, je ressens la société italienne et la réalité italienne comme un peu la réalité grecque de 2009-2010. Nous, en Grèce, nous sommes déjà très loin. C'est-à-dire, cette crise qui est en réalité vécue comme une rupture dans les temps, et comme une sorte de temps de guerre où il y a un avant, un après. Et donc, déjà, l'essentiel, et une des premières questions qu'un anthropologue, un sociologue, évidemment un économiste pourrait se poser, c'est la question des repères quant au temps vécu, au temps espéré et au temps organisateur d'un certain futur qui n'existait plus en Grèce, puisque la vision du futur et la maîtrise du temps pour la plupart des citoyens grecs a été détruit par la dite crise. Et pour donner une idée très très concrète, par exemple, on ne peut pas programmer un voyage, un week-end, et encore moins une sortie, comme on dit en Grèce, vers la situation du retraité. Tout est bouleversé. Donc, c'est je dirais, une version accélérée et radicale des transformations qui auront éventuellement lieu ailleurs avec plus ou moins la même violence. Donc, c'est un accéléré historique qui d'ailleurs a bouleversé tous les repères et qui fait que les Grecs, très préoccupés par le lendemain, que le lendemain, en fait, c'est comme a très juste remarqué à Lavanos, c'est est-ce qu'il y aura quelque chose à manger le lendemain matin. Donc évidemment, les données économiques sont connues. Je les rappelle très très rapidement. Un PIB qui a perdu à peu près un quart en à peu près 4 ans, moins 30 à moins 40% sur les commerces, 30% de chômage officiel à peu près, et 65% de chômage officiel chez les jeunes. Il me semble que de tels chiffres des historiens de la guerre auraient peut-être relevé, mais en d'autres temps et en d'autres types de conflits, si j'ose dire. Et pour ce qui est de la Troïka, il faut dire que
la Troïka en Grèce depuis mai 2010, utilisant les biais d'un État grec et de son système politique évidemment satellisé, à force de concentrer sur elle-même l'essentiel des pouvoirs, est parvenue à s'immiscer en chaque chose jusque dans les moindres aspects de la vie quotidienne. C'est pour ça que les changements, qui d'ailleurs n'est pas initié par la société elle-même, est radical. On parle en Grèce d'un nouveau régime, un régime dit du mémorandum. Ces textes donc, qui accompagnent chaque traité entre la Grèce et la Troïka, donc c'est d'abord le mémorandum au départ a été vécu comme une entité immatérielle, mais qui d'ailleurs s'est rapidement concrétisé, et avec quelle violence, au point de dégrader les hommes, les liens sociaux, les imaginaires, les rapports au temps, une dématérialisation, je dirais, simultanée des millions de vies à l'échelle du pays entier. Donc en fait un programme. Et je dirais aussi que là, nous sommes en train de connaître un nouveau modèle, une modélisation pas seulement économique, mais une modélisation anthropologique, c'est-à-dire la mise en place, je fais un mauvais jet de mots, de noms nouveaux. Évidemment, le quotidien a été modifié, les salaires, lorsqu'ils sont encore versés, ont été divisés par 2 les plus souvent. Évidemment, on connaît une multitude de saisies des biens, ce qui est assimilé, à tort ou à raison, mais en tout cas, telle est la représentation des Grecs, à une spoliation des biens partant des guerres. Et j'en passe, que vous avez vu sur le documentaire, donc l'effondrement du système de la santé. Et tout cela en simultané. Donc, il y a aussi l'abolition pratiquement de l'ensemble des conventions collectives, ce qui a transformé les salariats, les relations humaines dans le lieu du travail, fonction publique comprise, à ce qu'on appellerait, entre guillemets, si vous préférez, donc en relation anthropophagique. Et je dirais qu'en Grèce, sans doute plus qu'ailleurs au sein des sociétés dites modernes de la zone euro, il y a une nouvelle sociabilité causée par la crise, une nouvelle manière de vivre et surtout de survivre, ce qui est déjà vécu et pratiqué comme une chute. Un petit exemple, c'est le retour massif au chauffage en bois, avec l'abandon du fioul domestique pour cause de triplement des prix et de l'impossibilité d'acheter les fioul domestiques pour la plupart des ménages. Ça a été, et c'est toujours vécu comme une régression terrible pour des gens qui ont aussi un souvenir de ce qui s'est passé en Grèce jusqu'aux années 60. Et évidemment, il y a les cas des suicides qui n'est pas, je dirais, seulement statistique ou symbolique. Nous sommes tous concernés par des suicides qui touchent nos proches. Et en regardant bien un peu autour de moi, je constate qu'au sein des familles ou des cercles d'amitié, on connaît au moins un cas de suicidé. Dans mon univers, je dirais, plus ou moins immédiat, j'en connais 4. 2 personnes se sont suicidées issues de mon village d'origine, qui est au centre du pays. L'épouse d'un électricien donc, que je connais. Et très récemment, un de mes cousins s'est suicidé en janvier. Et là, je pourrais très rapidement en témoigner. Ce cousin s'est suicidé parce que son commerce périclitait avec moins 85% sur les chiffres d'affaires. Il n'était pas appauvri, il avait même des économies, seulement il ne voyait plus aucune vision du futur possible et réalisable. Il se demandait comment il allait faire lorsqu'il fermerait complètement sa boutique, comme on dit, pour
verser les cotisations à la caisse donc des indépendants, et avec un laps de temps, enfin une période de 7 ans jusqu'à l'âge de la retraite qui lui paraissait insupportable. Donc la famille n'a pas su comprendre la gravité de la situation et finalement elle s'est suicidée en se jetant du balcon du 4e étage, c'était en janvier. Donc c'est pour vous dire que ce ne sont pas des données, je dirais, froides, absurdes et chiffrées, et je pense qu'on touche là à ce qu'on appellerait parfois la barrière anatomique d'une société, parce que c'est l'existence même et les rapports entre la vie et la mort qui ne sont plus les mêmes avant ou après la Troïka. Et pour avancer, je dirais que tous ces quotidiens, évidemment, n'est pas sans rapport avec les bouleversements du fait politique, d'ailleurs des gauches comme des droites, au point à se demander si il y a effectivement une division opératoire et opérationnelle entre gauche et droite lorsqu'un pays touché à peu près à 80% de sa population subit un tel choc. Déjà, et pour aller vite, il faut comprendre que les régimes politiques en Grèce actuellement est un régime contre-constitutionnel. C'est-à-dire, c'est un régime où la Constitution est bafouée. Et pour devenir plus concret, je vous dirais que les fameux textes du mémorandum, le premier par exemple de mai 2010, ensuite le second et bientôt le troisième, ce sont des textes qui font entre 750 pages. Le dernier, c'était un texte de 265 pages en seulement 2 articles de loi que les députés ne lisent pas et qui, en ces fourre-tout, si j'ose dire, on abolit de décennies et des décennies des textes qui réglaient donc la vie institutionnelle, politique, syndicale, les droits des citoyens, des travailleurs. C'est vraiment une nouveauté très triste, parce que le problème est que comme les citoyens sont préoccupés par leur propre survie, ils sont finalement, il s'avère qu'ils ne sont pas forcément très très sensibles à ces changements de régime politique qui finalement ne dit pas son nom. C'est-à-dire on fait semblant de garder toutes les apparences des régimes constitutionnels de type occidental, or ce n'est plus du tout le cas. Et ensuite, on évoque en Grèce cette vassalisation du pays via la Troïka, où la partie visible, si j'ose dire, de l'iceberg, c'est l'Allemagne, comme donc pays qui finalement aurait plus que d'autres son mot à dire. D'ailleurs, plus que ça. Je rappelle que par un accord bilatéral entre la Grèce et l'Allemagne, qui à ma connaissance n'a jamais été ratifié même par ces parlements grecs, il y a une dite coopération où un ministre allemand, un certain monsieur Hans-Joachim Fürtel, donc gère les affaires grecques, ce qui est d'ailleurs assez problématique et assez, je dirais, conflictuel en ce moment, et cela dure depuis à peu près 2 ans. Il y a aussi la mise en place d'un organisme, le TAIPED, qui est une variante de la Treuhandanstalt, c'est-à-dire cette agence fiduciaire qui jadis avait, si j'ose dire, liquidé les biens de la RDA. Je dirais que tout cela me conduit à dire que cela rassemble fort à ce qu'avait été jadis l'avancée parasitaire des colons des bout à l'autre du continent américain
et que certains historiens américains, comme Jennings, avaient plus ou moins stigmatisé en disant que finalement les Européens n'ont pas trouvé ici un milieu sauvage, mais ils en ont créé un. Je pense que, toute proportion gardée, il y aurait, hélas, je dirais, un parallèle à faire entre cette situation de colons du milieu sauvage recréé de la Grèce actuellement. Évidemment, à chaque fois que l'histoire se répète, qui d'ailleurs ne se répète jamais de manière exacte, le prix augmente. Je dirais que le problème n'est pas évidemment qu'économique, et nous sommes face à une sorte d'impasse ontologique. C'est une forme d'hubris, ce qui se passe en Grèce, et pas seulement en Grèce d'ailleurs, vis-à-vis de ce qu'on avait connu en Europe occidentale depuis 1945, et je dirais jusqu'aux années 1990. À partir de là, les situations, voire le situationnisme européen a changé. Mon anthropologie au quotidien confirme ces temps de mutation. En osant un peu l'exagération, je dirais qu'il y a un régime qui s'apparenterait à un totalitarisme oblique, des types nouveaux. En plus, il y a les nouvelles technologies. C'est une nouveauté qui est en train de naître en Europe, hélas, sous couvert des institutions de l'Union européenne, et si j'ai bien compris, sous l'impulsion, en tout cas, d'une partie des élites de l'actuelle Union européenne, Grèce comprise, mais Allemagne comprise aussi. Entre Chypre et le Portugal, donc, nous serions en phase de connaître par réverbération cette forme de néo-Europe, un terme qui habituellement, pour les historiens anglo-saxons, était réservé aux nouveaux territoires, donc extra-européens, c'est-à-dire les États-Unis, l'Australie ou le Canada. C'est un nouveau monde, je n'ai pas de conclusion, puisque c'est un chaos qui est jusque-là assez organisé et qui fonctionne. Une nouvelle matrice du futur, je dirais. Je ne sais pas dans quelle mesure cela va durer encore 2 ans ou 10 ans. Et nous ne sommes pas évidemment en mesure de prévoir non plus les réactions sur les terrains. En tout cas, je crois que c'est assez difficile de prévoir quoi que ce soit en ce moment. Et j'espère que les consciences changeront, et pas seulement en Grèce, mais aussi ailleurs, et surtout au sein des pays, évidemment, et à juste titre, dits centraux de l'Union européenne, notamment la France, l'Allemagne et l'Italie. Et pour vous donner une juste toute petite idée de l'ambiance, hier, à Athènes, il y a eu la visite de la chancelière Angela Merkel. La ville a été, comme on dit, sécurisée, comme à chaque fois. Et nous remarquons maintenant qu'à chaque fois qu'un officiel allemand visite la Grèce, premièrement, il y a des manifestations qui sont interdites, mais qui ont quand même lieu. Et en même temps, tout se passe en dehors de toute normalité. C'est-à-dire, il y a encore, c'est-à-dire avant la Troïka, il y a 10 ans, un officiel allemand ou français ou autre visitait la Grèce, c'était une visite officielle et ça s'arrêtait là. Donc cela prouve que les relations entre les deux pays ne sont pas les mêmes et ne sont pas les mêmes non plus dans les représentations.
en dépit de ce qu'ils peuvent nous raconter nos officiels grecs. Et là, nous sommes aussi face à une mutation. Par exemple, un journal effectivement populiste avait titré ceci hier, en allemand et en grec. Bon, après, pour les arguments, on peut être pour ou contre et les discuter, mais cela prouve que nous sommes passés à une autre phase de l'histoire européenne. Nous sommes en Grèce bien déjà ancrés dans le XXIe siècle et nous naviguons, je dirais, dans une mer très très agitée. Je vous remercie.